Bien, ben bonjour, chers amis de l'UTL. Comme nous en étions convenus, les cours qui ont déjà été donnés en présentiel seront doublés en visio pour permettre à ceux qui n'avaient pas pu suivre telle ou telle de ces conférences de les retrouver sur le site de la télévision de l'UTL. Voilà, comme nous en étions convenus à la fin de l'année dernière, notre programme qui avait concerné donc l'Asie-Pacifique va porter cette fois-ci sur trois pays de la péninsule indo-chinoise, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, des pays qui nous sont proches culturellement et historiquement. Alors, un petit temps pour revenir sur ce terme bien utilisé aujourd'hui de plus en plus, mais qui quelquefois mérite d'être un petit peu mieux connu, c'est ce terme de géopolitique. Bon, on a des cours à l'UTL qui portent sur la géopolitique de l'Est africain et de l'espace russe, etc. Donc, qu'est-ce qu'on entend par géopolitique? Eh bien, c'est les effets de la géographie sur les politiques et les relations internationales. C'est-à-dire pour mieux cerner, mieux comprendre le comportement politique international à travers les relations liées à l'espace. Autrement dit, c'est l'étude des rapports de pouvoir dans l'espace. Un point quand même de vigilance, c'est-à-dire quand on regarde la géopolitique, on a tendance à la limiter aux dimensions politiques, diplomatiques, militaires. Tel n'est pas tout à fait le cas. Il y a des dimensions de géopolitique liées à l'économie, bien sûr, dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, et il peut même y avoir des dimensions géopolitiques dans le domaine de ce qu'on appelle, pardon pour le terme anglais, le soft power, hein, ce type de pouvoir qui peut concerner la culture, le cinéma, plein des éléments comme celui-là. Alors, il y a des questions qui sont au cœur de l'actualité. Et notamment, en avril dernier, j'avais donné une conférence dans l'amphi des STAPS sur l'Asie-Pacifique et la guerre en Ukraine. Bon, c'est un sujet majeur et l'ITL, d'ailleurs, ça a déjà commencé, a mis en place un atelier sur les dimensions de ce conflit. Et plus tard, donc, j'aurai, dans le cadre de cet atelier, l'occasion de regarder la question de cet empire russe en Asie et surtout en Asie centrale ou d'autres volets comme peut-être avec les relations sur le long terme avec la Chine. Voilà pour ce cadre. Alors en termes introductifs, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, le champ de notre travail, il correspond au titre qui a été donné, mais il ne s'agit pas de recommencer ce que nous avons déjà fait auparavant. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, on avait pris un thème fort passionnant comme la géopolitique de l'eau à propos du bassin du Mékong. Bon, c'est un sujet sur lequel nous n'allons pas revenir, ou tout au moins pas revenir en détail. Il y a 2 ans, à la fin du cours que j'avais donné sur les espaces ruraux, alors on avait terminé par l'espace rural éloigné qui est celui des espaces de la péninsule indo-chinoise. Probablement, on y reviendra un tout petit peu parce qu'il y a des évolutions. On regardera les tensions en mer de Chine méridionale parce qu'il concerne au premier chef le Vietnam. Et donc, c'est un thème sur lequel on reviendra, mais à la marge, puisqu'il avait été vu l'année dernière. Voilà une carte qui présente d'ailleurs ces tensions dans la mer de Chine méridionale. C'est le nom qui est donné par la Chine. Au Vietnam, on parle de la mer orientale et qui touche à un certain nombre de territoires qui sont à fleur d'eau, les îles Paracel notamment, les îles Spratly, et ce sont des territoires qui sont disputés, la Chine considérant que cette mer lui appartient pour des raisons historiques tout à fait discutables, et que les autres pays riverains de cette mer de Chine considèrent qu'eux aussi ont des droits, et c'est principalement le cas du Vietnam. Alors, la péninsule, qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est que c'est un ensemble qu'on aurait tort de considérer comme un espace un peu refermé sur lui-même, pas du tout. On verra que certaines dimensions géopolitiques
eh bien, on les a déjà évoqués, les trois pays de la péninsule s'inscrivent dans des dimensions régionales. Prenons comme exemple l'ASEAN, l'Association des États du Sud-Est asiatique, qui regroupe une dizaine de pays. Voilà un exemple d'espace organisé autour de cette structure qui concerne les trois pays de la péninsule, mais au sein d'un ensemble plus vaste. On va voir aussi qu'il y a des orientations majeures qui peuvent impacter à des degrés divers la péninsule. On commence à avoir seulement actuellement quelques orientations sur le 20e congrès du Parti communiste chinois, congrès qui s'est tenu à huis clos comme les précédents. Mais donc, on a les informations liées à l'apparition de nouveaux membres qui peuvent donner quelques indications que les sinologues sont en train d'étudier en détail. On verra aussi qu'est-ce qui va impacter la péninsule indo-chinoise. C'est les réalités économiques de la Chine avec, bien sûr, vous le savez, un taux de croissance qui n'est pas aussi élevé que naguère et qui a des difficultés économiques, notamment dans le domaine immobilier, qui font que la Chine est un peu moins qu'auparavant la locomotive de l'économie mondiale, on disait parfois, mais aussi de l'économie, bien sûr, du sud-est asiatique. Et puis pour Taïwan, eh bien, on verra un certain nombre de tensions qui se sont manifestées ces derniers temps et qui ont des conséquences sur toute la vie de l'Asie Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Alors, il y a des problèmes qui sont vastes, qui sont ceux qui concernent notre monde contemporain. Et là aussi, c'est des questions qui échappent aux limites frontalières de nos trois pays. On peut les considérer à travers l'actualité. C'est les questions qui concernent le marché de l'énergie au premier chef, mais aussi d'autres matières premières, ou les questions de santé publique, ou bien évidemment, on n'est pas avec des limites concernant notre seule péninsule indo-chinoise. Et puis, il y a des reconfigurations géopolitiques qui peuvent s'esquisser aujourd'hui. Bon, on a vu, par exemple, au début du mois de septembre, la tentative du président Poutine de se diriger vers l'extrémité orientale de son pays, la Russie, à une rencontre à Vladivostok, mais qui n'a pas connu un grand écho. Le but du président Poutine était de montrer que la Russie n'est pas seule dans son conflit avec l'Ukraine et qu'elle est ouverte vers les espaces asiatiques. Alors donc, en résumé, bon, notre étude portera bien évidemment sur ces trois pays. Bon. Et ce que je pourrais peut-être souligner au départ, c'est que, je l'ai mis exprès en gras, ils nous apparaissent comme assez proches, mais en même temps, il faut être prudent. Prudent pourquoi? Eh bien, que cette notion de proximité, elle est un tout petit peu franco-centrée. Alors, je vais expliquer mon propos à travers quelques images. Regardez l'affiche du film célèbre de Régis Varnier, intitulé Indochine, qui n'est pas un terme utilisé là-bas, eh bien, qui a eu un très grand écho. Et voilà le type même de vecteur de communication et d'imprégnation culturelle qui nous rappelle, eh bien, à travers ce film français, toute la place qu'a pu connaître l'Indochine et en particulier le Vietnam où se déroule le film dans notre mémoire collective. Imprégnation aussi qui vient de là, vous voyez le titre, La guerre d'Indochine, pas beaucoup de modestie de la part de notre ami Lucien Baudard, dont les caractères apparaissent plus gros que le titre du livre, mais bon, c'est pas grave, 3 tomes, très épais, intéressants à lire, donc si vous avez le temps, mais là aussi qui nous rappelle toute l'importance de ces années de 1946 à 1954. Également aussi parce que dans les destinations lointaines en matière de tourisme, qui a été pas mal remise en question avec la pandémie, et puis aujourd'hui aussi avec un peu d'hésitation de certains à entreprendre des voyages en avion très lointains pour sauvegarder la planète, comme on dit, n'est-ce pas? Bon, là, ici, vous avez le palais
royale à Phnom Penh, au Cambodge, c'est là aussi toutes ces images que rapportent un certain nombre de Françaises et de Français qui ont été là-bas et qui, évidemment, sont très, très présentes dans nos esprits. Également, alors non plus avec l'image idyllique du palais, mais les bidonvilles. Ici, on est dans un bidonville proche de l'ancienne décharge de Phnom Penh et où vit une population très, très, très en dessous du seuil de pauvreté, où interviennent un certain nombre d'ONG, bon, certaines assez connues, pensez à PSE et au film Les Pépites. Bon, tout ça, c'est des images, au fond, que l'on a de manière assez spontanée. C'est nos perceptions que l'on peut avoir sur l'Indochine. Je le redis, c'est pas forcément les perceptions que l'on a là-bas. Alors, après avoir dit ça, essayons de regarder quelques données, c'est classique en début de cours, pour voir au fond des éléments introductifs aux différentes dimensions géopolitiques. Bon, et je dis qu'on regardera ces aspects avec un temps nécessaire d'examen du temps long. Du temps long, c'est-à-dire de l'histoire de la région. On le fera, alors j'ai marqué une triple prudence. Pourquoi? D'abord, je ne suis pas historien, donc ce n'est pas mon métier, cela n'a jamais été. Donc j'aime l'histoire, mais c'est encore une fois accepter mes limites dans cette matière. La deuxième prudence, c'est celle de ce qu'on appelle les données parfois manquantes. Il y a beaucoup d'archives qui n'ont pas été tout à fait ouvertes. Et donc, dans un certain nombre de domaines, eh bien, il y a, pour reprendre le titre d'un célèbre cinéaste cambodgien, il y a des chaînons manquants. Et puis, la troisième prudence concerne ce qu'on appelle l'écriture de l'histoire, était bien évoqué depuis des auteurs comme Michel de Certeau, par exemple, pour dire l'histoire, elle est jamais totalement objective. Elle est le fruit de ce que les historiens peuvent en dire, alors de la manière la plus vraie possible, mais néanmoins qu'elle donne lieu à parfois des biais idéologiques, que sais-je. Donc, il n'y a pas d'une écriture tout à fait parfaite de l'histoire. Alors, avant d'aller vers le passé, regardons quelques données actuelles sur cet espace. Cet espace indo-chinois, c'est une superficie qui est égale à peu près plus d'1,4 à 1,5 fois le territoire national de chez nous, avec des pays qui ne sont pas de superficie très éloignée les uns des autres, même si le Vietnam est le plus important en surface avec 330 000 km². Voilà, vous avez les chiffres sous les yeux. À noter que quand on regarde cet espace sur une carte, on voit qu'un seul pays n'a pas de façade maritime, c'est le Laos. Par contre, la longueur des côtes, si elle est modeste au Cambodge, elle est beaucoup plus importante au Vietnam, 2500 km de côte, avec donc, outre les eaux territoriales, une vaste zone économique exclusive qui est contestée, comme on a vu tout à l'heure en regardant la carte de la mer de Chine méridionale. Voilà, une petite carte toute simple qui nous montre les trois pays. Vietnam le plus vaste, puis Laos et Cambodge, avec ce qui peut être l'intérêt, c'est de noter deux voisins importants. Au nord, en jaune, eh bien, la Chine, et puis à l'ouest, la Thaïlande. C'est des pays, je l'ai indiqué il n'y a pas longtemps, qui sont intégrés au cœur d'un ensemble qu'on appelle l'ASEAN, l'Association des États du Sud-Est asiatique, ce qui peut vous étonner d'ailleurs parce que ces trois pays que sont le Laos, le Cambodge et le Vietnam sont des États communistes, alors que les autres pays sont des pays proches des pays occidentaux, au moins au plan économique, et puis aussi par leur système politique, qui sont des démocraties pas toutes parfaites, loin s'en faut, même pas du tout pour la Birmanie, qui est une affreuse junte militaire, ou même pour l'État de Brunei. Voilà, donc c'est un ensemble qui peut étonner, un peu composite, mais qui montre que dans les réalités du sud-est asiatique,
comme dans l'ensemble de l'Asie, c'est des considérations économiques qui priment sur les dimensions politiques. Quand j'ai regardé, alors c'est toujours difficile de mettre un globe terrestre en surface à plat, on a des déformations de cartes, c'est bien connu, mais ce que je voulais montrer à travers les trois pays de la péninsule indo-chinoise et de l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, c'est l'importance dans leur environnement de la dimension maritime. Regardez l'immense océan Pacifique, le plus vaste de tous les océans. Regardez l'océan Indien. Voilà, donc on est au cœur d'un ensemble territorial, d'une péninsule indochinoise qui est donc située au cœur de très vastes espaces maritimes qui sont des enjeux géopolitiques. Une belle photo prise au nord du Vietnam, pas très loin de la frontière chinoise, et pour illustrer quoi, que ce sont des pays qui sont marqués par des contraintes. Et la première contrainte que vous voyez, c'est le relief. Et vous voyez le travail extraordinaire des paysans qui, avec ces surfaces en rizière, avec des rigoles pour les arroser, ont constitué non seulement des espaces productifs, mais également une espèce de, comment on dirait, une magie paysagère évidente. Une autre contrainte, c'est dans le cadre du réchauffement climatique, c'est bien sûr que ça atteint non seulement nos contrées européennes, mais ça concerne l'Asie. Ici, on est au bord du Tonlé Sap. Alors, le Tonlé Sap, cet immense lac, presque une mer intérieure au Cambodge. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Pas d'eau. Vous voyez sur les maisons sur pilotis à quel niveau ça devrait être. Et là, donc, les Cambodgiens ont à vivre cette réalité très dure et très contraignante qui est la sécheresse prolongée qu'on l'on connaît actuellement. Après avoir eu les contraintes physiques, disons un mot de cet espace en termes démographiques. Au total, c'est 123 millions d'habitants, mais là, avec une répartition qui est très inégalitaire, puisque la grande majorité de la population, à 80%, se trouve au Vietnam, de loin le pays le plus peuplé. Le Cambodge, 17 millions, et qui avait connu au moment des Khmers rouges une érosion terrible de sa population, puisqu'on estime qu'au pas loin d'un quart de la population avait été tuée ou victime de cette période de la tyrannie des Khmers rouges. Le Laos, plus petit, 7,5 millions d'habitants, est bien moins densément peuplé. Alors, donc, ces populations, ce que l'on peut dire, c'est qu'elles sont inégalement réparties. Alors, c'est le cas au cœur du Laos montagneux, au nord du pays, mais même dans le centre aussi. Une région, par exemple, qui est celle de Phongsali, qui est une belle région, avec des densités très faibles et tout à fait opposées en termes démographiques à l'extrême densité des deux deltas, celui du Mekong au Vietnam ou celui du fleuve Rouge toujours au Vietnam. Une population davantage urbaine. Alors, vous avez sous les yeux le cœur urbain de Saigon, Ho Chi Minh City, et vous voyez qu'on n'a pas du tout les apparences d'un pays rural. Là encore, dans cette même ville, vous voyez que tout le quartier des affaires, ce qu'on appellerait le downtown aux États-Unis, et puis très étendu, mais la photo n'est pas très nette, d'immenses quartiers d'habitation. Aujourd'hui, effectivement, c'est un des traits de ces pays, en particulier au Vietnam, que la croissance de la population urbaine. Ceci étant, il y a encore pas mal de monde dans les zones rurales. Alors là, vous avez une illustration. Vous voyez, on est au Laos sur cette photo. Photo que j'ai prise, vous voyez un haut de toit de maisons rurales, et là, bien la photo indique effectivement une population tournée vers les métiers de l'agriculture et dans des espaces pas très densément peuplés. On peut le trouver également, un autre aspect en termes démographiques, c'est qu'il y a dans ces pays, et en particulier au Laos et au Vietnam, des minorités
Ceux qui ont été là-bas reconnaissent avec ces jupes de cette teinte-là et les chapeaux, bien des femmes de l'ethnie Hmong. Voilà encore ici, dans le sud du Vietnam, eh bien, toute cette zone où la population est très importante et très concentrée, à la fois dans l'agglomération de Saigon, vous le voyez sur Ho Chi Minh Ville, agglomération pratiquement de l'importance de notre région parisienne, avec 10 millions d'habitants, et puis autant d'habitants dans ce qu'on appelle le delta, alors avec des villes, certes, Can Tho, Long Xuyen, Vinh Long, etc., mais aussi avec des populations qui valorisent le plus intensément possible eh bien, ces espaces très productifs au plan agricole. Nous avons des économies à des stades de développement inégaux. Inégaux avec un pays qui est dominant dans cette péninsule, c'est le Vietnam qui à lui seul fait pratiquement 90% du PIB de l'ensemble, 368 milliards de dollars, alors que le Cambodge et le Laos, qui sont à des niveaux de développement plus faibles et puis qui sont moins peuplés bien sûr, sont à des niveaux beaucoup plus modestes, comme vous le voyez sur la diapositive. Un point commun à ces économies, c'est qu'elles ont connu une croissance très soutenue au cours de ces dernières années, de l'ordre de 7% par an. 7% par an. Et pourquoi? Parce qu'il y a un dynamisme interne, des facteurs qui sont liés à la dimension entrepreneuriale propre de ces pays, mais il y a aussi parce qu'on est au cœur d'un espace dynamique, celui de l'ASEAN, qui, dans tous les pays, connaissent eux aussi une forte croissance, et puis plus globalement au cœur de cette Asie-Pacifique qui a connu toutes ces dernières années là également une croissance forte. Alors pourquoi? On peut les citer, des grands pays investisseurs dans, par exemple, un pays comme le Vietnam, c'est des investisseurs japonais de Corée du Sud ou de Taïwan. Au Laos ou au Cambodge, ce sera plutôt des investissements de Chine. Alors voilà une diapositive qui montre les ensembles constitués au plan économique. Alors on a l'ASEAN que je viens de citer avec ces 10 pays. On a l'ensemble de ce qu'on appelle le partenariat général, le partenariat global plutôt, avec d'autres pays qui participent. Eh bien c'est la Chine, mais également des pays développés comme la Corée du Sud ou le Japon, et deux pays d'Océanie que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors si on continue à regarder un petit peu quelques données au plan économique, l'activité agricole occupe un grand nombre d'actifs, c'est clair, et c'est peut-être dans le domaine industriel où les situations diffèrent quelque peu. Pourquoi? Parce que le Vietnam, dont on avait dit que c'est de loin des 3 pays la principale puissance économique, au Vietnam, qu'est-ce qu'on observe dans les années d'aujourd'hui? C'est une montée en gamme des productions industrielles pour différentes raisons dont on reparlera plus tard, par exemple, quelques hésitations des grands investisseurs des pays développés quant à la poursuite d'investissements trop massifs en Chine, qui est un pays qui inquiète un peu avec les difficultés qu'elle traverse, et notamment concernant le secteur immobilier qui connaît une crise très profonde. Et donc, il y a un déplacement vers d'autres pays et dont profite notamment le Vietnam et qui a une politique d'accueil des investissements directs étrangers qui est importante. Alors, j'ai pris 2 photos qui montrent le développement des activités industrielles, mais de 2 types. Sur la photo que vous voyez, on est au cœur du Cambodge, avec une industrie très féminisée, c'est l'industrie textile, et avec donc une croissance. Il suffit que vous regardiez les étiquettes des habits que vous achetez dans les grandes surfaces, vous voyez de plus en plus fabriqués au Cambodge, made in Cambodia. C'est bien sûr avec des salaires pas très élevés,
encore qu'il y a eu un accord salarial relativement nouveau et un début, encore timide, mais de structures syndicales qui arrivent à défendre les salariés. Il faut être prudent, hein, ça ne va pas très loin. Alors ça, c'est des industries qui ne sont pas à très forte technologie et ça concerne en particulier ce pays qu'est le Cambodge. Alors une autre photo qui peut vous sembler presque identique, pas tout à fait. Regardez bien, il s'agit de circuits électroniques. Donc là, on est au Vietnam où on élabore, eh bien, pour le compte de grands donneurs d'ordre, des productions à beaucoup plus forte technologie et valeur ajoutée dans ces domaines de l'électronique et de l'informatique. D'ailleurs, quand on regarde la structure des exportations d'un pays comme le Vietnam, qui est un gros pays exportateur, il faut considérer qu'il s'agit quand même pour une très large part d'exportation d'entreprises qui sont des grands donneurs d'ordre internationaux. Pensez aux grands donneurs d'ordre américains, Apple, Google, etc., et qui organisent l'exportation en provenance du Vietnam de pièces dont elles peuvent avoir besoin directement pour être assemblées ailleurs ou une fois montées dans d'autres pays tiers. Bon, une fois qu'on a montré qu'il y avait un développement industriel, c'est pas inutile de voir que le développement économique, ben, il est inégal. Là, vous voyez, dans certaines régions, ici, j'ai pris cette photo là, je crois. Bon, on est encore dans des zones rurales à faible technicité. Alors, conséquence de ces produits intérieurs bruts, bien qu'ils sont de niveaux différents, on a effectivement des revenus de la population qui sont globalement modestes, hein, surtout si on les compare à d'autres pays d'Asie extrêmement développés, au premier chef le Japon, bien sûr. C'est de voir que le PIB par habitant, bon, est pas très élevé. Ça va du simple au double entre les revenus, avec ce critère du PIB par habitant, de 1650 pour le premier à près de 3008 pour le second. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, pour les trois pays qui nous concernent, on observe que les revenus d'un Vietnamien ne sont que la moitié des revenus, par exemple, de leurs voisins thaïlandais, ou le tiers des revenus d'un Chinois, un autre grand voisin au nord, et qui sont à peu près seulement le dixième des revenus d'un Japonais. Donc, vous voyez, des revenus quand même globalement pas très bien répartis d'abord, mais qui sont encore les signes de pays encore pauvres, hein, même s'ils se développent. Et puis alors attention, quand on regarde les revenus, il faut bien voir qu'il y a des ressources, bon, j'ai mis entre guillemets plombées, un pays comme le Laos qui a développé une hydroélectricité importante, et qui a donc là des ressources à travers l'électricité vendue vers chez les voisins, Thaïlande notamment, eh bien, vers la Chine, bien que les revenus du Laos, globalement, et ça se traduit aussi pour ses habitants, sont quelque peu obérés parce qu'il y a un remboursement très important à faire à l'égard du grand voisin chinois, qui n'est pas quelqu'un qui intervient sous forme de don, jamais, mais toujours sous forme de prêt. Alors, un autre, vous savez que le PIB par habitant, il est parfois un peu contesté en disant qu'il ne traduit pas les inégalités de revenus entre classes sociales, etc., toutes choses vraies. Il y a un autre indicateur qu'on utilise de plus en plus aussi, c'est ce qu'on appelle l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui est un indice composite qui regroupe un certain nombre d'items. Alors, pour l'IDH, qu'est-ce que j'ai retenu? Peut-être pas les questions de durée de vie, de santé, mais j'ai retenu plutôt celui de la formation, parce il est intéressant, comme dans toute l'Asie d'ailleurs, et parce qu'on est dans des pays où il y a, même si ce sont des pays pauvres, une véritable culture de la formation, c'est-à-dire des parents qui souhaitent quand même que leurs enfants puissent accéder à un minimum de scolarisation.
Alors, qu'est-ce que ça a comme aspect? Ben, d'abord que l'illettrisme y recule, y compris en zone rurale. Bon, euh, il y a une scolarisation, là aussi encore très modeste en zone rurale, mais qui quand même s'allonge. Alors, s'allonge d'autant plus qu'on est dans des villes. Et avec donc un enseignement supérieur qui commence à être un enseignement supérieur de qualité pour les universités, celles de Phnom Penh et celles de Vientiane, mais encore plus bien sûr pour les grandes universités de Hanoï et de Saigon principalement. Donc là, vous voyez, on a quelque chose en termes d'indice de développement humain intéressant, et en se disant qu'à travers cela, dans les années futures, eh bien, ça aura bien sûr un impact sur le développement global du pays. Alors, deux photos, une qui concerne une école rurale. Ici, nous sommes dans la région Wikfeit. Je me souviens, j'ai pris ça à Siem Reap, enfin dans la région de Siem Reap plutôt, région très connue puisque c'est là où figurent les temples d'Angkor, dans une école rurale. Ben, vous voyez, c'est modeste hein, quand on regarde, mais il n'empêche que voilà, vous avez des gamins qui sont là avec leur instituteur ben, pour un certain nombre d'apprentissages qui sont importants. Alors là, ici, c'est une autre photo. Là, on touche à l'enseignement supérieur. Cette photo, je l'ai prise oui, à Hanoï, pardon, je recherchais, avec deux étudiantes, un peu émues puisqu'elles viennent de recevoir leur diplôme en bonne et due forme. Il y en a même qui tient son Bokton Kemp à l'envers, hein, son diplôme vietnamien, et vous voyez qu'elles sont pas peu fières de l'avoir obtenu. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est porteur d'avenir. Alors, pour terminer avec ce premier temps hein, de démarrage de notre formation cette année, eh bien, on peut se demander vers quel équilibre géopolitique, un peu notre problématique fondamentale, tend la péninsule indo-chinoise dans notre période contemporaine. Alors, une évidence que ces pays ont été marqués pendant plus d'un demi-siècle par des périodes de conflits et des tensions et des crises qui d'ailleurs dépassent bien sûr la seule péninsule indo-chinoise. Pensez à la guerre de Corée ou à des événements comme ça. Alors, pendant cette période de bien plus d'un demi-siècle, ça a été le temps de la décolonisation, douloureuse, hein, bien sûr. C'est aussi d'autres types de tensions qui ont marqué hein, cette période. C'est la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et puis, à ne pas oublier également ce conflit sino-soviétique qui n'a pas été qu'idéologique, même si c'est sa première dimension. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est que ces périodes n'ont que marquées par encore une fois des tensions fortes, des guerres importantes, montrent que les questions géopolitiques sont liées à des facteurs externes. Par exemple, la guerre froide, c'est pas quelque chose qui était spécifique à la péninsule indo-chinoise, et à des facteurs plus internes. Alors, en termes d'origine propre, c'est que euh, les, les facteurs qui ont concerné à la péninsule indo-chinoise, ben, ils peuvent remonter assez largement à des querelles précoloniales. Querelles précoloniales, c'est-à-dire avant la seconde moitié du 19e siècle, et qui sont des conflits qui ont été relatifs à des rapports de pouvoir, à la hiérarchie des puissances hein, dans cet ensemble indo-chinois et leur espace propre de souveraineté, ainsi qu'à la question des frontières, c'est-à-dire au sens tout à fait géographique. Je prends une question qu'on va revoir plus tard, quand on va regarder le temps long. Bon, c'est par exemple, quelle fut l'ambition dominatrice khmère du 7e, 8e siècle jusqu'au 13e siècle? Une longue période, hein, c'est aussi long que largement presque l'Empire romain.
bon, et où effectivement l'Empire d'Angkor était la grande puissance de cette histoire. Et puis plus tard, peut-être, une période qui se rapproche de nous, l'ambition vietnamienne. Bon, alors on voit qu'il y a des événements, mais aussi des limites qui ont contribué à de nouveaux équilibres géopolitiques. Et c'est ce que nous allons voir donc dans le courant du deuxième cours. Voilà, je mets le terme, je l'affiche dès maintenant, l'Indochine en période précoloniale. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.